Et puis si les jeunes sont violents parce que ce qu'on leur demande est juste insupportable, ce qu'on leur demande c'est d'être assis sur une chaise pendant 8 heures par jour à écouter quelqu'un qui leur raconte des choses qui n'ont pas de sens parce qu'ils ne font pas le lien avec ce qu'on leur raconte et leur propre vie, après on ne peut pas s'étonner que les gens décrochent ou que les gens qu'il y ait des ruptures, qu'il y ait de l'absentéisme, qu'il y ait du retard et qu'il y ait de la violence. On ne peut pas s'étonner de ça. Donc quand on se rend compte de ça, on se dit il faut tout changer. Voilà. Et que ce qui est incroyable, c'est quand on commence à changer les choses, on voit du résultat immédiatement. Hello, hello, bienvenue sur Ma Passion, Mon Job. Je suis Célia Leduc et je te partage sur ce podcast mes conversations avec des personnes très passionnées par leur job. Parcours, coulisses et conseils, je te donne ici toutes les clés pour te lancer toi aussi dans ta nouvelle aventure professionnelle passionnante. Avant de commencer cet épisode, si tu aimes le podcast et que tu as envie de m'aider à faire connaître Ma Passion, Mon Job, tu peux lui laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Et maintenant, place à cet épisode. Bon, on va pas se mentir, par rapport à d'autres pays, on est plutôt très bien lotis en France dans un certain nombre de domaines. Mais alors par contre, le système scolaire, c'est clairement pas notre atout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast 2 personnes géniales qui œuvrent en team pour faire bouger justement les lignes de l'éducation auprès des jeunes. Caroline, directrice du CFA Codis, et Christopher, qui est responsable de la communication de cette école. 13 programmes spécialisés en commerce, distribution, services, 4 niveaux de formation, 600 entreprises partenaires et 1000 apprentis recrutés chaque année. Le CFA Codis est très actif sur l'Île-de-France. Mais ce qui m'a surtout intéressée, c'est ce qu'il propose une autre manière de former les jeunes, avec une pédagogie qui, on pourrait dire, est dans la lignée de celle de Montessori. Ici, vous ne verrez pas de cours magistraux ni de notes, mais à la place des ateliers pro très challengeants à mener en équipe et une majorité du temps passé en entreprise. L'occasion pour moi de découvrir, grâce à cette conversation, un autre mode d'apprentissage qui casse les codes de l'éducation nationale traditionnelle, avec un seul objectif, s'adapter au rythme de chacun, afin de lui permettre de bien s'insérer sur le marché du travail, avec à la clé de l'expérience et donc un job qui lui correspond à la sortie. Caroline m'a raconté son parcours et la mission qu'elle s'est donnée quand elle a rejoint le CFA. Et elle m'a partagé le quotidien et les coulisses de cette école, pas comme les autres. J'ai beaucoup aimé discuter avec ces 2 personnes passionnées et très impliquées dans leur projet. Donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps pour vous partager notre conversation. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue sur Ma Passion, Mon Job. Ou plutôt, merci de m'accueillir du coup chez vous. Donc, je suis donc avec toi et Christopher au sein du CFA Codis. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te qui tu es en dehors de ton job? Très bien, Caroline Costa-Savelli, j'ai 53 ans. J'ai 2 enfants, j'ai une fille de 17 ans et un fils de 14 ans. Mon parcours, alors ça rejoint un peu mon métier aujourd'hui, mais mon parcours, c'est que j'ai eu une enfance un peu rigolote où j'ai été amenée à aller en Angleterre à l'âge de 5 ans. Mes parents m'ont emmenée dans une famille pour que j'apprenne l'anglais. Donc je suis partie toute seule dans une famille pendant 6 mois. Effectivement, quand je suis revenue, j'étais bilingue. Alors mes parents ne parlaient pas un mot d'anglais. À quel âge du coup? J'avais 5 ans. 5 ans? Ah oui, Et d'accord. donc c'était quand même une Très expérience très jeune. exactement. Et du coup, quand je suis revenue, j'ai intégré un lycée international où la moitié de ma scolarité était en français et l'autre moitié était en anglais avec des profs anglais, etc. Donc j'ai vécu dans ce lycée international une expérience de vie assez incroyable de l'âge de 6 ans, parce que j'ai intégré en CP jusqu'à la terminale et même la prépa. Je fais ma prépa dans cette école et dans un environnement où il y avait des gens de toute nationalité, de tout horizon. Et ça m'a beaucoup nourri, ce double système d'enseignement, où j'ai pu constater des différences importantes entre ces 2 systèmes éducatifs. Et ça, je ne savais pas que j'allais faire de l'éducation après, mais en tout cas, ça m'a beaucoup nourri et ça continue à m'inspirer encore aujourd'hui. Alors ça a été un chemin de vie qui m'a beaucoup marqué. Et puis qui a du coup influé sur finalement après ton métier, tout ce que tu as voulu faire professionnellement. On va en parler là maintenant. Est-ce que tu peux nous parler du CFA et de ton job au sein du CFA? Voilà. Quel est ton rôle? Nous raconter un petit peu.
Ok, donc le CFA Codis, c'est un centre de formation en apprentissage. Donc, on accueille exclusivement des jeunes qui ont signé un contrat avec une entreprise, qui sont salariés, donc qui partagent leur temps entre l'entreprise et l'école. Et on va du bac au bac plus 5. Donc, on accueille des jeunes qui arrivent sur des classes de première pour passer un bac pro et on va jusqu'au master 2. Donc, on a des jeunes qui font tout le parcours chez nous, donc qui passent un petit bout de temps chez nous. Et l'objectif du CFA Codis aujourd'hui, c'est le projet et c'est ma mission de vie, c'est d'avoir construit une école alternative. Voilà, l'objectif, c'est de pouvoir offrir, parce que je crois qu'en tant que CFA, c'est notre responsabilité d'offrir un autre espace à des jeunes qui ne se sont pas retrouvés dans le système éducatif classique et qui ont envie d'apprendre les choses autrement. Et donc, moi, j'ai intégré le groupe IGS en 2001, parce que le CFA Codis est rattaché au groupe IGS. Oui, qui est un grand groupe. Exactement. Et puis après, j'ai pris la direction du CFA Codis en 2005. Donc, ça fait maintenant pas mal d'années que je suis missionnée sur ce projet. Et alors, ça a été un long chemin, parce que la conduite du changement, c'est quelque chose de long, surtout en France, où on est très attaché à un système éducatif qui reste très académique et très classique. Donc, le changement, ça a été un long chemin pour vraiment proposer un espace où on fait les choses autrement, où on essaie de travailler les différentes formes d'intelligence. Et en tout cas, on propose à des jeunes qui ont pour certains des parcours de vie accidentés, pour certains des parcours scolaires accidentés, pour d'autres qui viennent chercher juste de l'expérience professionnelle. En tout cas, on propose une alternative différente au système éducatif classique. C'est hyper intéressant. Ça me fait penser à l'école Montessori, par exemple. Alors, c'est pas la même chose, mais c'est toujours cette proposition autre, en fait, que l'enseignement classique. Oui, mais moi j'ai eu la chance du coup alors, je suis arrivée dans l'enseignement complètement par hasard parce que après mon parcours au lycée international, j'ai fait une école de commerce. C'était pas tout à fait exactement ce que j'ai voulu, mais ce serait une longue histoire à raconter, mais voilà, c'est arrivé comme ça. Et en même temps, ça m'a nourrie parce qu'aujourd'hui, je m'inspire aussi de cette expérience que j'ai vécue dans cette école de commerce où j'ai pris des choses intéressantes qui s'y passaient, mais j'ai aussi vécu des choses qui m'interpellaient et que je ne trouvais pas tout à fait en place dans la façon de nous préparer à la vie professionnelle. Donc aujourd'hui, je me nourris ça pour faire les choses un peu autrement. Donc c'était une expérience intéressante, puis ça permet de toucher à plein de choses. Enfin, et juste avant, du coup, j'imagine que tu as fait pas mal de choses dans ta carrière, mais juste avant, du coup, d'arriver au CFA, tu étais sur quel... Et ben justement, comme j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé par une fonction marketing dans une entreprise dans un service export. Et puis, donc c'est un peu le rêve de tous les gens qui sortent des écoles de commerce, de faire du marketing. Et moi, au bout d'un an et demi, j'ai démissionné parce que je ne me retrouvais pas dans cette mission. Je trouvais que c'était trop éloigné du terrain. J'avais pas l'impression, je voyais pas bien ma valeur ajoutée et ça n'avait pas suffisamment de sens pour moi. Donc, j'ai quitté cette fonction. Et puis, j'ai eu une opportunité avec une entreprise norvégienne un monsieur qui avait une entreprise qui faisait de l'élevage de saumon en Norvège de haute qualité et qui avait besoin de quelqu'un pour faire une étude de marché en France et puis pour développer des contacts pour qu'il puisse venir vendre son saumon à des traiteurs ou des restaurateurs. Donc, secteur d'activité complètement différent. Complètement différent. Il avait besoin de quelqu'un qui parlait anglais et français, etc. Donc, je suis allée en Norvège et voilà, j'ai été dans son élevage. C'était une expérience qui a duré 1 an et demi. Et c'était passionnant et je me suis rendu compte que la partie commerce me plaisait beaucoup, le fait d'être commercial. Donc, du coup, j'ai postulé dans une entreprise de formation pour être commerciale. J'avais envie de travailler dans le domaine du commercial, mais avec quelque chose qui avait un peu de sens pour moi. Et j'ai été embauchée, c'est un souvenir qui reste très marquant. J'ai été faire l'entretien un vendredi soir et je suis ressortie de l'entretien, j'étais embauchée, mais j'étais embauchée pas du tout comme commerciale, comme formatrice et je commençais le lundi. Voilà. Et j'avais peut-être 25 ans ou un peu plus. J'avais aucune expérience en pédagogie. Et donc, j'ai eu un week-end pour préparer ça. C'était une espèce d'énorme coup de stress. Et puis, j'ai commencé sur des publics de demandeurs d'emploi de longue durée, sur des stages de 6 mois, où il faut remettre un peu, reprendre des bases de techniques de recherche d'emploi, des bases en égo, etc., pour remettre les gens dans le système d'aller rechercher un travail. Donc, on était vraiment dans l'insertion. Donc là, ça se rapprochait. Là, je me suis rendu compte que c'était effectivement ma mission de vie. Voilà, je me suis dit, là, c'est vraiment exactement ce que je veux faire. Je suis au bon endroit. Donc, j'ai fait ça. J'ai été formatrice pendant une dizaine d'années dans différents secteurs, pour différents types d'organismes, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Et puis, j'ai aussi travaillé dans des organismes qui faisaient de l'alternance. D'accord. Et là, je me suis rendu compte que c'était là où je me sentais le mieux. Donc, tu connaissais déjà bien le milieu de l'enseignement, j'ai appris sur le terrain. Tout ça. Voilà, parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que au début, j'ai beaucoup travaillé le contenu, comme tout le monde. On se dit, il faut bien travailler
Puis en fait, on se rend compte que la seule chose qui est importante, c'est la façon dont on transmet. Et ça, on ne nous l'apprend pas. Donc j'ai appris sur le terrain, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait plein de stages, j'ai été voir ce qui se passait dans des écoles Montessori, dans plein d'endroits. J'ai vu plein de conférences, j'ai rencontré des gens. Donc, je me suis vraiment formée sur le terrain parce que je me suis rendu compte que c'était une passion et que c'est incroyable d'être face à des gens et de sentir qu'il y a quelque chose qui circule et que c'est de l'ordre d'un partage parce qu'on enseigne quelque chose, mais on apprend et c'est ça qui est intéressant, de changer de paradigme. Comment ça s'est passé au démarrage du coup du CFA, comment ça s'est au tout début? Alors, au tout début, c'était un gros challenge. C'était un CFA qui perdait de l'argent, qui était en redressement judiciaire. Il y avait vraiment beaucoup à faire. Moi, quand je suis arrivée au CFA, je n'avais aucune expérience en management. Donc, ça a été, comme j'ai fait en pédagogie, j'ai dû apprendre sur le terrain. Alors, là, ce qui était intéressant, c'est que je venais du terrain. J'avais enseigné, donc là, j'avais une forme de légitimité auprès des formateurs qui était intéressante, mais j'y connaissais rien dans tout le reste. Le suivi budgétaire, j'avais jamais vraiment fait, et puis le management, j'avais pas fait. Donc là, j'ai appris en faisant des erreurs. Voilà, c'est intéressant. Il y a des choses que j'ai fait à l'époque que je ne referai plus maintenant. Puis je me suis formée. Voilà, j'ai demandé d'être accompagnée, du coaching, des stages, beaucoup de travail personnel. Voilà, au démarrage, c'est beaucoup d'engagement. Et à l'époque, quand tu es arrivée au CFA, il y avait déjà cette dimension alternative ou c'est toi qui as initié pas mal de choses? Non, il n'y avait pas cette dimension alternative. Et en fait, le point de départ, ça a été la première année, parce qu'on avait des jeunes qui étaient... beaucoup de jeunes qui étaient un peu en rupture. Et la première année, moi, j'ai passé mon année et je ne connaissais pas ce genre de public. Parce qu'à l'époque, on avait du public de BEP, CAP, etc., Bac Pro, essentiellement, parce qu'on ne faisait pas du tout de sup, on n'avait pas du tout de promo, Bac plus 3, 4, 5. Alors que là, c'est vraiment plus après le Bac. Quoi. Exactement. Donc là, on était beaucoup sur ces publics, vraiment de l'insertion. Et la première année, moi, j'ai eu l'impression de passer ma vie à faire des conseils de discipline, à appeler les pompiers parce qu'il y avait des bagarres. J'ai l'impression d'avoir fait que ça. Donc là, je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que, voilà, soit moi, au bout d'un an, j'arrête, je vais faire autre chose, que je ne peux pas continuer à faire ça, ça n'a pas de sens pour moi. Mais en plus, on ne peut pas laisser les choses se passer comme ça. Donc au bout d'un an, je me suis dit, il faut complètement changer la donne. Donc là, on a commencé à faire appel à des spécialistes, former les intervenants, construire un projet. Donc ça a été un travail de longue haleine. Et on s'est dit, il faut changer la pédagogie. Voilà. Oui, tu avais quand même carte blanche pour le faire, c'est ça qui était intéressant. Moi, j'ai pris, je ne sais pas si j'ai eu carte blanche, mais j'ai pris ce projet à bras-le-corps, j'ai mis toute l'énergie du désespoir au démarrage, et puis j'y suis allée avec des gens qui me disaient, mais non, mais ça, on ne peut pas faire ça, mais ça, on n'a pas le droit. J'allais dire, est-ce qu'il n'y avait pas des personnes en place? Parce que justement, les gens qui sont là depuis longtemps, et puis peut-être qui... Beaucoup, et c'est encore vrai aujourd'hui, mais j'avais une forme de... Je crois que j'ai aucune certitude, mais j'avais une forme de conviction, mais qui venait vraiment des tripes du cœur, parce que je ne suis pas une spécialiste de la pédagogie. J'ai appris sur le tas, j'ai fait des stages, j'ai été voir plein de choses, j'ai fait des conférences, j'ai lu des choses, mais je n'ai pas été formée là-dedans. Mais j'avais une forme de conviction qui vient plus du cœur. Cette envie de faire bouger les lignes, les choses. Ouais. Et l'envie de dire que ce qui est important, c'est le regard. En pédagogie, c'est le regard qu'on porte sur l'autre. Vous voyez, si on envoie des jeunes qui un cours de maths, mais ils n'ont pas mangé, ils subissent des violences, ils n'ont pas dormi, etc., ça n'a pas de sens. Voilà. Donc déjà, il faut traiter ça. Voilà. Et puis, si les jeunes sont violents, parce que ce qu'on leur demande est juste insupportable, ce qu'on leur demande, c'est d'être assis sur une chaise pendant 8 heures par jour, à écouter quelqu'un qui leur raconte des choses qui n'ont pas de sens, parce qu'ils ne font pas le lien et qu'on leur raconte et leur propre vie, après, on ne peut pas s'étonner que les gens décrochent ou que les gens qu'il y ait des ruptures, qu'il y ait de l'absentéisme, qu'il y ait des retards et qu'il y ait de la violence. On ne peut pas s'étonner de ça. Donc, quand on se rend compte de ça, on se dit il faut tout changer. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est quand on commence à changer les choses, on voit du résultat immédiatement. Vous voyez là, on a un projet sur les bacs qu'on a lancé il y a 2 ans. Là, on est vraiment l'ultime de ce qu'on voulait faire. C'est un projet où, sur les classes de première, on n'a plus un seul cours descendant. C'est-à-dire qu'on travaille, ils sont en 100% en mode projet. Donc, on a commencé à travailler avec l'idée d'une ville. Donc, les jeunes ont été complètement impliqués sur ce projet. La ville, ils l'ont appelé Kind City, donc c'est vraiment adorable. Dans la ville, il y a plein de choses. Il y a un aéroport, il y a une école, il y a un centre d'affaires, il y a un centre commercial, il y a plein de choses. Et il se passe plein de choses dans la ville. Donc, quand les jeunes arrivent ici, le lundi matin, on va leur dire, voilà, là, par exemple, il y a une compagnie aérienne qui a fait faillite, il y a des touristes qui sont bloqués à l'aéroport, vous allez devoir les accueillir. Donc, vous allez faire des petits groupes et vous allez devoir construire et rédiger un livre d'accueil qu'on va remettre à ces touristes. Et là, ils sont 100% en autonomie avec un ou deux formateurs qui sont dans la salle, mais qui sont en mode coaching, qui sont là pour les aider, pour les accompagner. Ils vont devoir aller faire des recherches sur Internet, etc., et rédiger. Donc là, on développe, bien sûr, les compétences qui servent en français, mais ça sert à quelque chose, c'est pour un projet. C'est très pratico-pratique. Tout est pratico-pratique. Et on fait tout en groupe.
Bien sûr, on a enlevé les notes, ça n'a absolument aucun sens de mettre les gens en compétition, etc., alors qu'on a besoin de réunir les gens dans des formes d'intelligence différentes. Donc voilà, ça, bien sûr, on a enlevé les notes et on l'a fait sur pratiquement l'intégration de nos formations aujourd'hui. Et puis après, ils vont devoir traduire ce livret d'accueil en différentes langues, parce que les touristes, ils sont étrangers, donc on va le traduire en espagnol et en anglais. Donc là, on travaille d'autres compétences qui sont utiles pour le bac. Et puis après, 3 jours après, il y a les parents d'élèves qui vont de l'école, qui vont aller voir la direction de l'école en disant nous, on trouve que les menus de la cantine ne sont pas équilibrés, il faut faire quelque chose. Alors là, pareil, on va les mettre sur un projet de c'est quoi un menu équilibré, c'est quoi une protéine, etc. Donc ils vont faire des recherches, puis ils vont devoir faire des suggestions de menus. Puis après, on va simuler le fait qu'il y en a un qui va jouer le directeur de l'école, l'autre qui va jouer les parents d'élèves, l'autre qui vont jouer le consultant qu'on a été chercher pour faire des propositions. Donc du coup, on va mettre en œuvre les connaissances qu'on a été chercher nous-mêmes pour vraiment complètement ancrer le savoir. Donc, au lieu de faire un cours, ça fait partie du programme de bac, sur c'est quoi un menu équilibré, c'est quoi une protéine, etc., ils ont été chercher l'info eux-mêmes et ils doivent le restituer de manière ludique, très pratico-pratique, et comme ça, ils ancrent vraiment le savoir. Voilà. Donc, ça change peut-être pas grand-chose sur le terrain, mais en fait, ça change tout. Et à partir du moment où on a lancé ce projet, on n'avait plus de retard, plus d'absentéisme, quasiment plus de rupture, parce que les jeunes se battent pour rester en entreprise, même quand c'est dur, parce qu'ils ne veulent pas quitter le projet. Et nos résultats au bac, parce que maintenant on a du recul sur ce projet, ont été tout aussi bons que les années précédentes. Oui, donc comme quoi, ça ne sert à rien le côté bachotage, notation à tout prix. Si on change finalement de point de vue et de méthode, c'est beaucoup. Les résultats prouvent que c'est beaucoup plus efficace. Alors, moi, j'attaque aucun système, parce que je pense qu'il faut de la diversité dans tout. Donc, il y a des gens qui vont se reconnaître dans un certain système, mais je pense que justement, il y a besoin de diversité. Et ce qui est parfois un peu compliqué dans notre système éducatif en France, qui évolue quand même assez peu, c'est que tout le monde doit apprendre les mêmes choses au même rythme, de la même manière, alors qu'en fait, on a tous des formes d'intelligence différentes, et qu'aujourd'hui, et on le sait, dans une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui met autour de la table des gens qui ont des profils différents, des parcours différents, des formes d'intelligence différentes, et que toutes ces intelligences vont se confronter, et il y aura une forme de complémentarité qui permettra d'être plus innovant, etc. Alors que si on prend que des gens qui sont sortis des mêmes écoles, qui ont appris de la même manière, qui ont le même parcours, finalement, on ne va pas aller très loin. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire au CODI, c'est de permettre que chacun se retrouve dans une diversité de projets qu'on va proposer. Et on va d'ailleurs proposer beaucoup de choses liées aux activités artistiques, aux activités sportives, au théâtre, notamment, on fait beaucoup de théâtre, avec le séjour. Effectivement. Parce que là, ça permet de travailler la confiance en soi, parce que on sait que c'est un levier essentiel dans la motivation et l'implication. Et puis, ça va permettre des gens qui sont un peu moins académiques, un peu moins scolaires, ils vont se révéler dans ces activités-là. Et donc, du coup, on va se rendre compte que, oui, je ne suis pas très bon là-dedans, mais je suis bon là-dedans. Et donc, ça permet de faire les équilibres et justement de renouer avec cette confiance en soi qui est tellement essentielle. Hyper intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui a été difficile? Parce que j'imagine que quand on arrive avec un projet comme ça, où effectivement le CFA existait déjà, mais avec un certain nombre de choses, et voilà, on arrive avec d'autres idées. Comment tu as fait finalement quelles ont été les principales difficultés et comment tu y as fait face? Ouais, je crois que la grosse difficulté, c'est la solitude au démarrage. Au démarrage, il y a forcément un peu de résistance, les gens peuvent être un petit peu sceptiques, et puis on attaque certaines... le changement, c'est compliqué, parce que là, ça oblige tout le monde à sortir de sa zone de confort. Donc, je crois que ce qui permet d'aller au bout de ses rêves, c'est la force de la conviction. Voilà. Moi, j'étais convaincue de la chose, donc rien ne pouvait m'arrêter. Puis, il faut accepter que parfois, on met un genou à terre, parfois on en met deux, et puis on se relève plus fort. Voilà, c'est normal. Mais quand du on traverse des épreuves, on prend des coups. Tu n'as pas baissé les bras, tu t'es dit, je continue, même... Oui. Ouais. Et puis après, je crois que ce qui m'a porté aussi, c'est j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir 2 enfants 10. Donc j'ai une fille qui est dyslexique, une grosse difficulté à l'école, et j'ai un fils qui est dyspraxique. Alors lui, c'est encore autre chose, mais voilà, c'est un enfant qui a une forme d'intelligence académique très développée, parce qu'il a un QI très élevé, mais il n'écrit pas, la pratique sportive, c'est compliqué, etc. Donc, deux profils d'enfants qui sont un petit peu différents et qui sont tous les deux très différents l'un de l'autre. Et donc ça a été beaucoup nourri mon parcours, parce que quand on rentre à la maison et qu'on a un enfant qui a travaillé, moi j'étais obligée de lui dire, là il est 22h, tu arrêtes de travailler. Voilà. Et qui arrive le soir en pleurant parce qu'elle a eu des sales notes, et en boucle, elle est en train de se dire, je suis nulle et je vaux rien. Et on essaie de lui expliquer, mais
mais si, tu es pas nul, regarde, tu dessines super bien, tu fais super bon en sport. Elle me dit, mais oui, mais ça à l'école, tout le monde s'en moque. Et je vois au fur et à mesure cet enfant qui est en train de d'être détruite, vraiment, d'être abîmée par un système dans lequel elle ne se retrouve pas. Forcément, ça nourrit le pouvoir de conviction. Et quand j'ai eu la chance, de pouvoir sortir mes enfants de système scolaire classique et de les mettre dans des systèmes complètement alternatifs, et qui sont tous les deux dans des systèmes alternatifs très, très différents. Et j'ai vu la différence qui se passait pour eux, comment ils arrivaient à retrouver de l'équilibre, retrouver de la confiance, et puis développer des formes de compétences, etc. Forcément, ça vient aussi nourrir ma conviction. Oui, donc finalement, ta vie personnelle a nourri aussi ton expérience. Oui, il n'y a jamais de hasard. Oui, tout est relié. C'est vrai que tu parlais aussi de mission de vie. Oui, c'est assez fort, en fait. Donc, pour toi, ta mission de vie, si tu pouvais la résumer comme ça en quelques mots. Ah là là, c'est très ambitieux, mais moi, je crois qu'on a tous le pouvoir de changer le monde. Voilà, c'est vraiment, on a tous ça entre nos mains. Et je crois à la force de la petite couteau dans l'océan. Et que si on s'y met tous, on changera le monde. Et moi, je rêve d'un monde plus beau et plus juste. Voilà. Et ce que je vois, ce que j'ai vu dans mon enfance, ça nourrit ce que je veux aujourd'hui. Voilà, ce que je vois aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un système, un système où il y a beaucoup de privilèges, où il y a beaucoup d'injustices, où il y a beaucoup de... Enfin, moi, je côtoie aussi des apprentis qui sont excessivement inspirants pour moi, des jeunes gens qui sont parfois en foyer depuis très jeunes, qui n'ont plus de parents, qui ont pas d'argent pour se nourrir. Enfin, nous, on côtoie ça tous les jours. C'est pas... Moi, j'ai pas de télé, ouais, donc je vois pas ça à la télé. Ça m'intéresse pas d'ailleurs de regarder ça à la télé. Je le vois ici tous les jours. Donc, c'est comment tous ensemble, on fait en sorte de changer ça. Voilà, et c'est possible. C'est possible dans notre façon de consommer, dans notre façon de regarder les gens, notre façon d'aborder la vie, de faire des choix parfois compliqués. C'est possible. Voilà. Si tous ensemble on s'y met, c'est possible. Voilà. Ouais, bah ça c'est un joli message aussi et ça peut rejoindre finalement plein de secteurs d'activité, plein de métiers passion, hein, parce que c'est vrai que là, ça peut se faire complètement, pas que dans l'enseignement, même si effectivement dans l'enseignement, tu as ce rôle qui est très clair de passer un message et de vraiment d'embellir la vie de jeunes qui vont ensuite se développer. S'il y avait un meilleur souvenir avec l'école, je sais pas, quelque chose où tu dis waouh, je veux revenir là-dessus, c'est génial, ça serait quoi? Il y en a tellement, tellement. Il y en a beaucoup récemment. Là, je rentre d'un trek avec des jeunes en Andorre. C'est un trek survie. C'est un nouveau projet qu'on a lancé cette année. C'est des séjours dépassement de soi, où l'objectif, c'est que tout le monde sorte de sa zone de confort. Donc, on va en altitude avec un aventurier, avec des guides de haute montagne, et on marche dans la neige, dans des conditions parfois un peu compliquées. On dort à la belle étoile. On a très peu à manger. C'est des heures et des heures de marche. Et puis après, il faut monter le camp. Enfin, et on part avec... Là, on est parti avec un groupe. C'était des jeunes du bac au bac plus 5, donc des jeunes entre 16 et 30 ans. Et il y a un collectif incroyable qui se met en place parce qu'on est tous en train de vivre quelque chose qui est compliqué. On ne se lave pas, on a peu à manger, on dort quasiment pas. Et donc, tout le monde s'entraide. Ça, c'est des moments d'émotion incroyables. Et quand on rentre de ces expériences, il y a un avant et un après. Il y a quelque chose qui a changé pour nous, pour ces jeunes. Il y a quelque chose qui a circulé. On a cassé des codes. Parce que là, il n'y a plus de directrice, de formateurs, de jeunes. Il n'y a plus les ados. On est tous ensemble dans une espèce d'entraide absolue pour faire en sorte qu'on traverse cette épreuve. Et on revient aussi aux fondamentaux de quand on revient chez soi et qu'on a la chance d'avoir à manger en son assiette, un toit sur la tête. On se rend compte que c'est un vrai privilège et qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas ça. Ouais, parce que c'est vrai que tes parents, on se prend beaucoup la tête pour des broutilles. Exactement. Effectivement, et puis on se souvient qu'il y a plus de 80% des gens sur la planète qui n'ont pas à manger tous les jours dans leur assiette comme nous on peut avoir. Donc voilà, ça remet les choses en perspective et je pense que le rôle aussi d'une école, c'est de développer la conscience des gens, développer aussi la capacité à aller voir ce qui se passe ici et ailleurs, à sortir de son environnement. Voilà, en termes de confiance en soi, tu parlais de dépassement de soi, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est une super expérience. Incroyable. Parce que c'est le sport, mais pousser encore le sport ensemble et dans un certain contexte, dans la nature, avec des conditions de vie. Donc ça regroupe, en fait, recoupe plein de choses, de domaines, quoi. Oui, parce qu'effectivement, on fait attention à l'environnement où on est, pour laisser aucune trace de notre passage. Donc il y a aussi beaucoup d'ateliers où on apprend à gérer la nature, à trouver de quoi se nourrir dans la nature. Donc, il y a un vrai, effectivement, un partage du collectif, partage avec la nature. C'est des expériences incroyables.
Ouais, c'est vraiment, enfin, j'aurais bien aimé avoir une école où je parle. Bon, moi, j'ai fait l'université, hein, donc c'était assez loin de tout ça. Mais ouais, ça, en tout cas, ça donne envie. Bah, la dernière fois qu'on a visité, du coup, enfin, que Christopher, du coup, il travaillait avec toi. Donc, sur la communication, Christopher, tu nous as fait visiter l'école et tu nous as raconté tout ce qu'il y avait. Le théâtre aussi, enfin, vos élèves partent. Si tu peux me parler un peu de ça, ils partent, vous partez tous, hein, si j'ai bien compris, en séminaire en Angleterre. Et notamment, vous montez des spectacles. Ouais. Ouais, l'idée, c'est que apprendre une langue en France, c'est compliqué. Et moi, j'ai la conviction, alors je l'ai vécu vraiment très près, j'ai la conviction que la seule manière d'apprendre une langue, c'est d'être en immersion. Donc, il faut aller là-bas et apprendre. Il n'y a pas d'autre manière. Parce que dès qu'on est sur place, on rencontre des gens et on a envie de communiquer. Donc, même si on ne sait pas, même si on a peur de faire des fautes, etc., on y va, on utilise les mains, on utilise ce qu'on veut, mais on a envie de commander sa bière, discuter avec son En fait, on voisin, etc. pratique, on n'est Voilà. pas que dans la théorie Exactement. d'apprendre des listes de Donc, vocabulaire. il se passe des choses. Donc, mon objectif, c'était vraiment de reproduire cette immersion. Donc, il y a 3 ans maintenant, on a décidé de faire partir tous nos bac+3 et nos bac+4. Donc, c'était 350 jeunes. Une semaine. Alors, c'est une semaine, c'est pas énorme, mais c'est une semaine dans un super campus universitaire à Dublin pour leur faire vivre cette expérience de l'immersion. Et c'est une belle expérience parce que beaucoup de nos jeunes n'ont jamais pris l'avion, ne sont jamais partis à l'étranger, etc. Donc, pour certains, c'était déjà une aventure incroyable. Et l'idée après, c'est de les faire participer à des ateliers, mais complètement ludiques, pour enlever cette dimension scolaire et académique. Donc, on a proposé des ateliers photo, street art, théâtre, comédie musicale, confiance en soi, enfin des choses un petit peu décalées, tout en anglais, bien sûr. Et puis après, parce qu'on sait qu'ils sont des showman et c'est un CFA commerce, donc il y a cette dimension qui est importante. Donc après, on a aussi proposé qu'ils puissent monter un spectacle tout en anglais, avec l'idée que la première année, on s'est dit, bon, si ça se fait, c'est bien, mais si ça se fait pas, c'est pas grave. C'est quand même un enjeu incroyable. Ils ont une semaine pour préparer un show, il y a 350 personnes, tout en anglais, c'est avec des gens qui, en général, ont un niveau assez faible. On s'est dit, on verra bien. Et puis, la première année, comme toujours, ils nous ont complètement bousculés. Ils ont fait 3h30 de show, tout en anglais. Incroyable. Ils ont mis une énergie incroyable. Et ils ont vécu une expérience qui était vraiment époustouflante. Pareil, il y avait un avant et un après pour eux. Alors, en une semaine, on ne fait pas des progrès époustouflants, mais ça crée le déclic. C'est-à-dire, tout d'un coup, ils se rendent compte que, ah oui, l'anglais, c'est ça fait pour parler avec des gens, et on a envie de parler, et puis là, on n'y arrive pas. Et j'ai entendu plein de jeunes dire, dès que je vais rentrer, je vais m'y remettre, parce que je me rends compte à quel point c'est important, puis c'est sympa. Et on a aussi beaucoup de jeunes qui, à l'issue de ce voyage, ont pris une année de césure et sont partis, ou à l'issue de leurs études, ont décidé de partir un an en Irlande ou en Angleterre pour vraiment s'y mettre avec un petit boulot sur place, etc. Et beaucoup nous ont dit, si on n'avait pas eu cette expérience à Dublin, on n'aurait pas passé ce cap. Voilà. Donc, c'est créer un déclic et avoir un effet sur la motivation. Qui permet après oui, puis c'est assez fou parce que déjà, monter sur scène comme ça, monter un spectacle en une semaine sur scène, se produire, c'est déjà pas à la portée de tout le monde. Mais en plus, en anglais, en si peu de temps de préparation. Ouais. C'est pour ça que, oui, comme tu disais, Christopher, finalement, c'est pas une partie de plaisir. C'est-à-dire que on pourrait croire que, génial, on part une semaine, mais il y a du travail, quoi. Oui, il y a du travail. C'est un peu la philosophie de l'école, c'est que c'est pas dans les lignes, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, c'est ludique, mais derrière, ça veut pas dire que, il y a beaucoup de travail pour réussir à faire... On travaille autrement. Je crois qu'il faut sortir de l'idée que pour que ça soit efficace et utile, il faut que ce soit laborieux. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose dans notre culture qui amène ça. Il faut que ce soit sérieux, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit... Alors moi, je pense vraiment qu'on apprend mieux quand on s'amuse, quand on prend du plaisir, quand on est en lien, quand on coopère. C'est comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est prouvé aussi par la neuroscience de dire qu'on apprend beaucoup mieux, parce qu'il y a des choses qui s'ouvrent dans le cerveau, c'est démontré quand on est en lien, quand on travaille dans les stratégies de coopération et quand on prend du plaisir à le faire. Hyper intéressant. Et est-ce que tu aurais justement des conseils à donner à celles et ceux qui voudraient lancer des projets qui sont hors les lignes, pour faire bouger les choses, des projets qui ne sont pas conformistes et un petit peu audacieux? Est-ce que toi, il y a peut-être des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé, quand tu as démarré Je sais pas, moi j'ai envie de dire que ce qui est important, c'est d'oser. Et souvent, il y a des moments où on est rattrapé par nos peurs, mais qui sont que des croyances, souvent des fausses croyances. Je pense que ça nécessite aussi de faire un travail sur soi. Moi, j'ai eu la chance dans ce groupe d'être accompagnée. Tous les ans, je demandais à faire un travail. Alors, parfois, c'était quelques week-ends par-ci par-là de stage. Parfois, ça a été des démarches plus longues, mais j'ai demandé à être accompagnée pour faire un travail sur moi, en termes de développement personnel, pour travailler sur mes peurs, sur mes croyances, sur toutes ces choses-là qui permettent après de sortir de sa zone de confort et d'aller plus loin que de ce qu'on pouvait imaginer.
Puis après, c'est aussi, je crois que ce qui est important, c'est d'apprendre à fermer ses oreilles. Parce Oui. que si on commence à écouter à droite et gauche, on peut vite se laisser démoraliser. Oui, Voilà. parce que j'allais te dire, justement, quand tu es confronté à des collègues ou des personnes qui ne sont pas du tout dans ce même mode de pensée, comment faire, voilà, quand on est plein de bonnes idées, bonnes intentions, puis que derrière, on a des gens qui voient pas l'intérêt, et ça peut quand même, c'est prouvé qu'on est la moyenne des personnes qu'on côtoie le plus, et qu'on peut vite quand même, moralement, se laisser, entre guillemets, affecter, miner par des gens qui n'auraient pas le même enthousiasme et la même envie de changer, quoi. Complètement. Puis après, il faut aussi accepter d'échecs. Ça fait partie, c'est pas totalement dans notre culture non plus. Donc, mais c'est peut-être plus facile aux États-Unis, c'est peut-être plus ancré dans les cultures, mais il faut accepter parfois, il y a des choses qu'on met en place, ça marche pas, c'est pas grave. Voilà, faut continuer, faire autrement, y revenir plus tard, peut-être parce que c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Ça, c'est aussi voilà, important. Et tu disais, quand il y a des critiques ou des personnes pas forcément dans la même énergie, de ne pas écouter. Enfin, toi, Ouais. comment tu... C'est un chemin, c'est vraiment un Ouais. chemin, parce que forcément, quand on est à fond et qu'il y a une dimension affective, bien sûr, parce que là, on accompagne des gens, on voit du changement. Donc, c'est important aussi de comment on se nourrit. Voilà. Moi, j'ai choisi depuis longtemps, alors c'est un choix très, très personnel, mais j'ai choisi depuis longtemps j'ai pas de télé chez nous, donc je me suis complètement coupée des médias, parce que je trouve qu'on est parfois trop souvent dans des énergies on nous parle de drame, on nous raconte rarement des belles histoires. Donc moi, j'ai coupé de ça. Quand je sens qu'il y a des gens qui rentrent dans mon univers qui sont plutôt dans des énergies basses, et ça peut arriver. Enfin, après, c'est OK. Je fais en sorte de m'éloigner de ces énergies-là et de m'entourer de gens qui ont des envies, qui ont de l'enthousiasme et qui sont plutôt dans des énergies positives. Ouais, ça, c'est un petit peu le secret, hein, c'est de fuir même des personnes qu'on peut apprécier comme ça, mais malheureusement, si les énergies ne sont pas en concordance, ça épuise, et puis ça mine, quoi. Et puis se faire accompagner, je crois que ça, c'est aussi Oui, ça, c'est un bon conseil aussi que tu donnes, de se faire accompagner. Ouais. Alors aujourd'hui, on le voit de plus en plus, mais il y a quelques années, c'était beaucoup moins répandu. Et de travailler en fait sur soi aussi, parce que c'est vrai que c'est intéressant de regarder des formations, de suivre des choses en groupe ou des enseignements, mais après derrière, de faire l'effort d'avoir un coach, quelqu'un qui vraiment va t'aider à, comme tu dis, à travailler sur tes peurs, hein, parce que c'est ça, on est confronté, quand on lance un projet, on est confronté à plein de, comme tu dis, de choses qui ne fonctionnent pas, de peurs, des croyances aussi. Je pense que tu as dû en avoir comme tout le monde. Tout à fait. Qu'il faut du coup changer. Et ouais, c'est hyper intéressant. Important de sortir de sa zone de confort. Là, on travaille avec un comédien qui est vraiment incroyable, qui bouscule un petit peu parfois nos jeunes, qui les force à sortir de leur zone de confort. Et donc, à travers les ateliers théâtre. Et un jour, je me suis dit, moi aussi, il faut que je fasse ça. Et j'avais pas très envie, je suis allée reculons, parce que c'est pas mon métier de prendre un micro. Je le fais, bien sûr, ça rentre dans le cadre de ce que je fais aujourd'hui, de mon activité, mais c'est pas mon métier premier. Mais je me dis, voilà, c'est important aussi que moi aussi, je prenne ce risque et je fasse ce que je demande aux jeunes. Et donc, j'ai été dans cet atelier avec ce comédien. Il m'a beaucoup bousculé. Il m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. Et encore une fois, il y a eu un avant et un après, parce que je trouve qu'il y a des choses qui se sont passées pour moi. Donc, c'est aussi accepter de se mettre à nu et de prendre des risques. Ça, c'est important aussi. Voilà. Là, aujourd'hui, on demande à nos jeunes de faire des conférences TED en fin de 4e année. Ça, c'est une épreuve. On a essayé vraiment de faire en sorte de réinventer les modalités d'évaluation et les épreuves, faire en sorte que ça corresponde le plus possible à ce qui est demandé en entreprise et ce qui va leur servir après. Oui. Voilà, parce que, par exemple, si on revient sur les conférences TED, en général, c'est rare que ce soit des étudiants qui les fassent. En général, c'est des gens qui sont déjà bien avancés. Et justement, de leur donner cette possibilité de... Pourquoi pas, s'il y a peut-être aussi des jeunes qui se lancent en plus en entreprise ou qui développent leur projet en parallèle et qui peuvent aussi parler des sujets qui leur... Alors là, on a 2 épreuves, justement, en fin de 4e année. Ils doivent tous préparer une conférence TED. Donc là, on les accompagne, bien sûr, ils ont du coaching. On travaille la prise de parole en public, mais ils ont entre 20 et 23 ans, 25 ans. Il faut quand même prendre un micro, monter sur scène devant tout un public. Et puis, ils ont 10 minutes pour parler d'un sujet qui les tient à cœur. Il faut qu'ils nous fassent rire, pleurer, qu'ils embarquent les gens. Enfin, c'est des vraies compétences. Donc ça, c'est un exercice incroyable. Au démarrage, il y en a beaucoup qui disent « mais j'y arriverai jamais ». Puis en fait, là, on est en train de le faire aujourd'hui. On a des soutenances en ce moment. Et ils montent tous sur scène et ils délivrent tous une performance qui est vraiment chouette. Ça, c'est une première épreuve en 4e année. Et en 5e année, on leur demande tous de travailler sur un projet de création d'entreprise, où là, effectivement, ils font toute une partie de marché, du marketing. Il y a tout un plan de com où ils doivent créer tous les outils de com, le site internet, etc. Et puis les réseaux et toutes ces choses-là. Et ils font le business plan, toute la partie analyse financière. Donc, et là, pareil, ils ont un énorme travail à faire sur une année où ils sont coachés, accompagnés. Et à la fin de l'année, ils montent devant
un, un public avec un jury et ils ont 10 minutes pour convaincre, comme s'ils ils étaient face à des investisseurs. Donc on est sur des vraies épreuves qui permettent de développer des compétences qui correspondent à Ouais, la vraie vie pour nous. finalement, c'est un niveau très élevé parce que tu arrives à faire ça. Enfin, je veux dire, vous leur faites quand même, entre guillemets, gravir des montagnes. La plupart des étudiants qui ont un cursus comme ça n'ont pas eu à faire ça. Et en même temps, effectivement, dans une ambiance, quand on a visité du coup dans les couloirs, on voit ce côté souriant, décontracté. Je veux dire, les gens ne sont pas dans le stress et dans on va dire, le ras-le-bol, enfin, ce qu'on peut voir quand on est étudiant ou des fois où on n'a pas envie. Moi, l'idée, c'est que quand on vient dans un environnement où on est d'apprentissage, effectivement, le premier critère, c'est j'aimerais que les gens soient heureux. Mmh. Pourquoi ça pourrait pas se passer comme ça? On va terminer cette conversation par un petit passion quiz. Donc le passion quiz, c'est juste pour mieux te connaître, quelques petites choses sur tes préférences et tout. Et puis après, peut-être que Christopher, tu pourrais nous parler de l'école, les critères pour rentrer dans l'école. Non, mais tu sais, comme tu t'occupes de la communication pour tout ce qui est les étudiants qui seraient intéressés peut-être pour entrer dans cette école, parce que bon, du coup, moi, je n'ai plus l'âge, mais je sais que potentiellement, ça m'intéresserait. Donc voilà, pour les gens, en tout cas, qui pourraient être intéressés, expliquer un petit peu quel profil et comment faire finalement, concrètement, pour postuler. Alors, Caroline, es-tu prête? C'est le Passion Quiz. Es-tu plutôt thé ou café? Thé, Plutôt couche-tard ou lève-tôt? lève-tôt. Une personne qui t'inspire, que ce soit quelqu'un que tu connaisses comme quelqu'un de connu que tu n'as jamais rencontré, est-ce que une ou plusieurs personnes qui t'inspirent, dont le parcours peut-être te bout? Il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. La première personne à laquelle je pense, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a suivi tout au long de mon parcours, qui est une coach et qui m'a coachée à plusieurs reprises et qui voilà, une personne qui, en parallèle aussi, s'est battue contre la maladie. Voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire. Après, j'avoue que les sportifs de haut niveau sont des gens qui m'inspirent. Juste pour la petite anecdote, hier, j'ai rencontré un jeune qui s'appelle Mathieu, qui a 28 ans, qui a participé à l'expédition qui a été faite cet été, de traverser du lac Titicaca en totale autonomie. Je ne sais pas si vous avez suivi ça sur les médias. C'est un truc incroyable. Donc, ils étaient trois. Il y avait une fille qui est une ancienne championne de nage olympique, mais qui n'avait pas nagé depuis 10 ans. Un jeune homme de 21 ans qui était voilà, en situation de handicap. Et puis, ce jeune Mathieu là, qui venait témoigner. Et donc, il a raconté cette expérience. Voilà, ça me touche, ça me bouleverse beaucoup. C'est ces gens qui vont au-delà de leurs limites et qui réalisent des exploits. Voilà, ça m'inspire. Ah bah oui, en effet, se dépasser, hein, on est toujours dans le dépassement de soi, quelle que soit sa situation et son état. Un livre, un ou plusieurs livres que tu aimerais partager, que ce soit des livres, des romans ou des livres de développement personnel? Alors, j'avoue qu'il y a quelques années, j'avais offert à toute l'équipe des accords Toltec. C'est des choses qui, bien sûr, les 4 accords Toltec. Bah oui. Les 5, je crois, maintenant, ils ont réactualisé. Bon, moi, je vais rester à 4, mais ça, c'est quelque chose qui m'inspire. Il y en a d'autres. Mais ça ne va pas me revenir comme ça tout de suite. Voilà, mais moi, c'est celui-là auquel je pense spontanément. En termes de développement personnel, effectivement, c'est des vrais conseils. Si on les appliquait tous, alors c'est pas évident à tout le temps appliquer, mais la vie serait quand même plus simple. Après, j'ai aussi la chance d'être formée à la communication non violente. Donc j'ai lu aussi pas mal d'ouvrages là-dessus. Ça, c'est des choses qui m'ont inspirée et qui m'ont permis de changer mes pratiques managériales. Tu l'as fait comment, cette formation communication non violente? Je sais qu'il y en a pas mal, il y a pas mal de formats. Oui, j'ai suivi les modules, les 3 modules de base, et puis après j'ai enchaîné sur des modules un peu plus spécifiques avec un des organismes qui, j'ai plus le nom en tête. En ligne ou en présentiel? En présentiel. Ah oui, en présentiel. C'est déjà, ça remonte à un petit moment. années. Ça a l'air hyper intéressant en tout cas. J'entends de plus en plus parler de la communication non violente justement. C'est une approche assez simple sur le papier et qui permet vraiment de changer la façon dont on échange avec les gens et sa façon son regard sur la relation à l'autre. Et c'est vraiment, vraiment facilement mis en œuvre, applicable et ça change beaucoup de choses. Quelque chose que tu te dis quand tu n'as pas le moral pour te remotiver, parce que ça nous arrive tous à avoir des moments un peu plus down.
Alors, j'avoue que moi, j'ai la chance d'être très souvent dans des énergies positives. Donc, c'est très rare que Oui, j'ai pas alors, il y a des moments de fatigue, comme tout le monde, mais j'ai la chance, je crois, d'être dans un environnement qui est tellement important et tellement impactant pour moi que, euh, que je mm, mesure à chaque fois ma chance, mm. voilà, d'être là. La gratitude Ouais. et le fait de se dire Mm. c'est déjà super ce que j'ai. Bah, j'ai la chance d'être entourée par des gens incroyables, parce qu'il y a une équipe au CODIS qui est vraiment incroyable, par des jeunes qui sont excessivement inspirants. Donc, j'ai Ouais, toujours le moral. on en parlait tout à l'heure, c'est important l'entourage, donc Ouais, ça ouais, bien sûr. c'est top. Pour finir, est-ce que tu aurais une citation? Alors, tu peux prendre le temps de réfléchir, je sais pas, une phrase, un mantra, quelque chose qui te porte justement dans ta vie au quotidien. On a affiché beaucoup de citations ici. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle qui dit ce qui est important, c'est de faire la différence entre d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer, de mettre toute ton énergie dans les choses qu'on peut changer, et puis d'avoir l'intelligence de faire la différence entre les deux. Voilà. Oui, avoir la sagesse de faire la différence Voilà. entre, ouais, et se concentrer sur Mm, ce qu'on peut contrôler uniquement. Parce que bien exactement. souvent, on se focus son esprit sur des choses qui sont bien embêtantes, mais qu'on ne peut pas maîtriser. Exactement, Donc, sur lequel on n'a pas de prise. Et ça, ouais. on perd beaucoup d'énergie souvent là-dessus. Donc, c'est se concentrer sur là où on peut avoir un impact. Voilà. Ah, Et accepter les choses j'aime comme beaucoup elles sont. cette citation. Je pense que ça ne peut tous nous concerner dans la vie. Et donc, pour finir, tu peux passer le micro à Christopher. Christopher, ouais, si tu veux juste dire 2 mots sur qui tu es et ce que tu fais au sein de l'équipe, puisque tu travailles quand même depuis maintenant plusieurs années avec Caroline. Et puis, justement, pour toutes les personnes qui voudraient, pourquoi pas, postuler dans cette école, côté étudiant et même côté personnel, qui voudraient venir travailler, quelle philosophie il faut avoir et puis qu'est-ce que concrètement, voilà, c'est quoi vos... Alors, j'aime pas trop le mot critères, mais Justement, on n'a pas de critères. On pourrait commencer par ça. Alors moi, je suis aux côtés de Caroline depuis quelques années en tant que responsable com du CFA. Donc je m'occupe de toute la com et de l'image du CFA. Et donc comme tu l'évoquais à l'instant, nous, on n'a pas de critères. Enfin, c'est un bien gros mot quand on dit ça. Le seul critère qu'on pourrait peut-être imposer chez nous, c'est d'avoir le sourire et l'envie d'apprendre et la motivation. Il faut savoir que chez nous, c'est les jeunes qui postulent, demain, sont salariés d'entreprise. Donc, c'est un peu ce qu'on regarde chez nous, c'est si demain, ils sont aptes à entrer dans le monde du travail et s'ils sont titulaires d'un bac ou pas. S'ils sont titulaires d'un bac +2, d'un bac +3, ils peuvent nous rejoindre pour des formations du bac jusqu'au bac oui, +5 c'est ça qui est intéressant de dans le souligner, commerce. c'est que c'est pas une école comme n'importe quelle école où ils trouvent une entreprise ou pas et ça, c'est pas leur sujet. Vous, c'est vraiment fait pour faire de l'alternance, être en entreprise avant tout. Alors après, C'est ça. il y a un apprentissage, mais C'est voilà. ça, ils sont 1700 aujourd'hui, un peu plus même. Ils ont tous un contrat d'apprentissage. Ils sont tous salariés d'entreprise avec un rythme d'alternance en fonction du niveau de formation. Donc, quand ils arrivent ici, on a un service placement qui est très présent chez nous et on place à peu près 70% des jeunes chez nous et ça équivaut à 4 alternants sur 5 qui rentrent chez nous, à qui on trouve une entreprise grâce à nos entreprises partenaires. Donc voilà, c'est le boulot de Caroline en amont. Donc elle a parlé d'elle et du CFA, mais en amont, on va aller chercher des entreprises, on va négocier avec des entreprises et leur vendre aussi le modèle d'éducation que Caroline propose. Mhm. Et c'est ce qui attire aujourd'hui Bah oui. énormément. Avec des jeunes qui sont peut-être sûrement plus opérationnels que d'autres et hyper motivés, adaptables. Peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est effectivement l'objectif, c'est de donner la chance à tous ici. Donc, on ne va pas regarder les dossiers scolaires, les notes, etc. Parce qu'on peut très bien imaginer des jeunes gens qui ont eu des parcours un peu accidentés. Et souvent, il y a toujours des bonnes raisons. Voilà, et qui, quand on les change de système et d'environnement, qui vont se révéler. Et nous, on le voit. Ça fait 20 ans qu'on voit ça. Des jeunes qui, au démarrage, pour qui c'est difficile. Et puis, tout d'un coup, parce qu'on a une autre approche pédagogique ou parce qu'on pose un autre regard sur eux. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et ils se révèlent. Voilà. Ouais, parfois, donc, quand je dis souvent, notre métier, c'est semer des graines. Donc, parfois, on les voit, ça pousse tout de suite et c'est incroyable. Parfois, ça pousse plus tard. Parfois, ça pousse pas tout à fait parce que le terrain était trop abîmé, ça peut plus pousser, ça arrive. Mais l'objectif, c'est ça. C'est nous, on sème des graines et puis ça poussera peut-être plus tard et peu importe. Et on voit des gens, parfois, on accepte, nous, parfois, des jeunes gens sur des diplômes qui n'ont pas tout à fait le niveau, sur le BTS, sur les matières générales. On sent que ça va être compliqué, mais en même temps,
À la fin des 2 ans, ils auront sur leur CV, même s'ils n'ont pas décroché le diplôme, ils auront niveau Bac+2, ils auront 2 ans d'expérience et derrière, ils vont être embauchés. Voilà. Nous, notre objectif premier au CFA, c'est l'insertion. Alors bien sûr, on les accompagne avec tout notre cœur et beaucoup d'énergie et du budget pour les accompagner au mieux pour préparer l'examen, et nos taux de résultats aux examens sont très bons. Mais on accepte aussi de prendre des jeunes qui n'ont pas tout à fait le niveau, mais on sait que ça va leur permettre de trouver un job et de s'insérer professionnellement. Et ça, c'est notre vocation première. Oui, une dimension aussi sociale. Et donc, puis de redonner une chance si à j'ai des bien gens compris, qui peuvent se effectivement, du coup, révéler. vous n'allez pas vous appuyer sur le CV de la personne, mais plutôt sur sa motivation, un peu comme à l'anglo-saxonne. C'est vraiment, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Et voir sa capacité à justement sortir de sa zone de confort. Parce que, par exemple, tous les étudiants, ça va pas leur correspondre de partir sur scène. Enfin, il faut quand même avoir un certain... un bagou et un... Alors ça, on va les accompagner. Ouais. Bon, après, à partir du moment où ils ont choisi le filière commerce, il y a quand même déjà un peu une appétence, mais ça, on va les accompagner. Parce qu'il y en a pour qui, je l'ai vu ce matin aussi, il y en a pour qui c'est vraiment difficile, mais nous, on accepte de prendre les gens là où ils en sont. C'est-à-dire que l'attendu n'est pas le même pour tout le monde. Et dans le système anglo-saxon, on est très là-dessus. On ne va pas vous évaluer sur le niveau d'arrivée. Voilà. On n'attend pas qu'on soit tous au même endroit parce qu'on est tous différents. Ce qu'on va évaluer, c'est la progression et l'effort fourni. Voilà, c'est ça qui va être important. Il y a des gens pour qui ça va rester très très compliqué de monter sur scène et de faire une prestation, mais c'est pas grave. Chacun va délivrer, va en tout cas faire l'effort. Et ce qu'on va vérifier, c'est est-ce que le jeune, bien sûr, a la motivation et est-ce que il a les compétences pour rentrer dans l'alternance. Là, il faut effectivement et la motivation, parce qu'il faut, voilà, faut savoir s'organiser, partager son temps entre une entreprise et la formation, c'est pas simple. C'est ça qu'on va vérifier, parce qu'on ne veut pas mettre des jeunes gens en échec, le moins possible. Donc on va vérifier ça, mais en tout cas, on va être dans cette optique de laisser la chance à tous. Ok, en tout cas, hyper intéressant du coup comme démarche. Merci. Merci beaucoup à toi Caroline et également à toi Christopher. Merci à tous les deux. Et puis de toute façon, je vais mettre toutes les informations pour retrouver l'école, comment justement vous rejoindre. Donc c'est après le bac, juste après le bac, pour plusieurs années. C'est avant parce qu'on commence sur les classes de première terminale, pour le bac pro. Jusqu'au bac +5. Donc voilà, mais si j'ai bien compris, il y a beaucoup, ça s'est bien développé après le bac aussi, avec possibilité de tout de suite rejoindre. Donc super intéressant. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.